La toile est en colère contre le viol présumé d'une fille de 20 ans que nous appellerons Ella. Selon elle, les faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 janvier au sous-poste de police d'Amtoukoui. Cette nuit-là, Ella était en balade avec son petit ami. Ils ont été interpellés et conduits à ce sous-poste. Après moult tracasseries pour sa libération par une tante, Ella a été retenue pour passer la nuit au poste. Son bourreau lui aurait offert du jus, des sandwichs, une couverture et lui aurait assuré ne pas s'inquiéter avant de revenir plus tard pour le pire. Le gars est venu rester sur moi comme ça, en train de me toucher. J'ai dit, hey monsieur, c'est quoi ce que vous faites comme ça va? C'est quoi ce que vous faites comme ça? Directement, il a commencé à me gifler. Il m'a cogné sur son table de bureau là. Et puis, il a commencé à déchirer mes habits. Il m'a forcé à coucher. Il a fait avec la force. Il m'a violé avec la force. Il m'a même tapé, déchiré même mes caleçons, même mes habits. Il a déchiré tout. Il m'a violé avec la force jusqu'à le matin. C'est pas une seule fois. C'est jusqu'à le matin. Il m'a violé jusqu'à le matin. Ce dernier aurait été arrêté et mis en bloc les faits. La maman d'Ella, sous le choc, exige justice pour sa fille. On nous a demandé de faire un texte de virginité. On est venu, on nous dit qu'on veut faire l'examen général pour savoir, on ne connaît pas la personne. S'il est infecté, il est malade ou pas, on ne sait pas. Donc on veut la sécurité de notre enfant, c'est pour cela qu'on est venu. Mais on veut que justice soit faite. Il doit payer pour ses actes. Depuis le début de l'année, plusieurs cas de viol et de violences faites aux femmes ont été signalés par la Ligue tchadienne des droits des femmes, selon cette organisation. Comme les autres élections, le scrutin sénatorial est régi principalement par le code électoral. À cet effet, j'invite les partis politiques et regroupements de partis politiques qui présenteront des candidats et candidates à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescriptions légales. Une attitude responsable et des précautions sont attendues des formations politiques pour créer les conditions d'une meilleure organisation de ces élections. Le Sénat, une institution issue des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, s'ajoute désormais aux structures parlementaires du Tchad. Cependant, son rôle et les missions des sénateurs restent floues pour une grande partie des citoyens. Beaucoup ignorent encore tout de cette institution, tandis que d'autres tentent d'en donner leur propre définition. C'est la première fois dans mon pays que dans bientôt le rôle des sénateurs va prendre part. Donc c'est un peu embrouillant pour moi. Les sénateurs, ils sont au-dessus de l'Assemblée. Bon, si en cas de décision ou soit loi, c'est le sénateur qui décide. On l'appelle les sénateurs, les représentants des régions. Chaque région présente comme ça, comme des sénateurs. Et puis on forme ça, c'est comme l'Assemblée. Selon l'Agence nationale de gestion des élections, le Sénat représente la chambre haute du Parlement. Contrairement aux députés, les sénateurs sont élus au suffrage indirect par les conseils provinciaux et communaux. Cette distinction, souligne l'Ange, confère au Sénat un rôle stratégique dans le fonctionnement de l'État. Le Sénat est une chambre qui représente les collectivités autonomes au niveau national. Des questions tranchées au niveau provincial sont représentées direct au sein du Sénat qui vont les transposer et les discuter avec le gouvernement et l'Assemblée nationale sur des questions de la vie de la nation. L'ouverture des dépôts des candidatures pour les élections sénatoriales ce vendredi 17 janvier marque une étape cruciale. Ces élections viennent clôturer définitivement la transition entamée en 2021, ouvrant la voie à un Tchad doté d'institutions pleinement opérationnelles. Une nouvelle ère législative s'ouvre, mais le climat politique reste fragile chez certains leaders. Après l'annonce des résultats provisoires par l'Ange, le MPS, parti de l'ancien président Idriss Déby Itno, rafle 66% des sièges à l'Assemblée nationale. Ndiekombe François, président de l'Union sacrée pour la République, dénonce ce qu'il considère comme une dérive démocratique. C'est quand même énorme au vu de la reconfiguration du pays depuis la transition. Moi, je pensais à un équilibre un peu des pouvoirs à l'Assemblée.
mais on se rend compte que ce n'est pas ce qui a été constaté, donc au vu de ces résultats-là. La coordination nationale des campagnes CNC du MPS, pour sa part, exprime sa satisfaction et prend acte des résultats. Elle rappelle également qu'indépendant des résultats annoncés par l'Ange, il est essentiel de rester calme, discipliné et respectueux des lois en toutes circonstances. Désormais, les regards se tournent vers le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. Ça y est, les résultats des élections couplées du 29 décembre sont enfin connus. Entre satisfaction, reconnaissance envers les électeurs et déception liée à des objectifs non atteints, les opinions des candidats, qu'ils soient vainqueurs ou perdants, divergent. Tout en exprimant sa gratitude envers les électeurs de sa circonscription, cette candidate élue du mouvement patriotique du salut salue la maturité des Tchadiens lors de ce scrutin. Dans ma circonscription, il n'y a pas eu d'incidents, il n'y a pas eu d'incidents majeurs. Les choses se sont déroulées dans le calme, dans le respect mutuel. Donc, moi, je dirais que c'est une réussite pour le Tchad. Bien qu'élu aux législatives, Amola Toa Robert, du parti Merci, revendique une victoire écrasante dans la commune de Tandilé-Ouest pour son candidat tout en contestant les sièges attribués à son parti. On les a attribués les sièges qui ne méritaient pas. Donc d'autres vont dire que d'autres partis viennent d'être créés, mais ils ont un siège et ils sont heureux. Mais en ce qui concerne le parti Merci, nous ne sommes pas contents et nous ne sommes pas heureux. Dagana Wangnamu, candidat malheureux de la coalition dynamique pour l'Alliance républicaine, dénonce de son côté un manque de professionnalisme de l'Ange qu'il justifie par des irrégularités constatées dans les résultats publiés. De façon générale, je vais dire déjà que quelque part il y a des manquements à plusieurs niveaux. Je vais commencer par l'organe d'organisation même, l'Ange. Voilà. Il faut aussi relever qu'il y a eu un peu de non-professionnalisme de l'Ange. Vous regardez, contrastez avec nous dans les réseaux sociaux, il se trouve qu'un seul candidat se retrouve élu dans 2 communes différentes. Il y a un problème. Selon le Conseil constitutionnel, les candidats ont jusqu'au 16 janvier pour déposer un recours en cas d'insatisfaction. Avec la proclamation des résultats de ces élections couplées, le Tchad amorce le dernier virage de la transition entamé il y a 3 ans. Alors que l'armée française a déjà quitté ses bases de Faya et d'Abéché et que son retrait de la base principale de N'Djamena est prévu d'ici le 31 janvier, les autorités traditionnelles et coutumières ont salué ce qu'elles qualifient des décisions courageuses du gouvernement tchadien de mettre fin à la coopération militaire avec la France. C'est véritablement le départ d'un mouvement global de notre souveraineté. Et devant cet élan de patriotisme et cet acte de responsabilité, notre organisation se doit de relayer à l'opinion nationale et internationale le ressentiment recueilli auprès de nos communautés à la base. Depuis plusieurs jours, des violences opposant éleveurs et agriculteurs suivies d'actes impliquant les forces de l'ordre ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés dans la sous-préfecture de l'Armanaï. Tamita Didingar a appelé les autorités à prendre des mesures adéquates pour restaurer la paix et garantir la sécurité des populations. Passer en revue les activités de l'année 2024, garantir la préservation de l'environnement sur les différents sites pétroliers et définir les grandes orientations pour une exploitation pétrolière respectueuse de la santé humaine, tels sont les principaux objectifs de cet atelier. Cette rencontre organisée chaque année par le CTC est une plateforme de consultation et de concertation qui réunit autour d'une même table tous les superviseurs sur site en vue d'échanger sur les questions intéressantes à la fois du CTNC et des compagnies pétrolières pour un meilleur suivi des PGS. C'est pourquoi, au cours de cette rencontre, il sera notamment question de prévention et le traitement de la pollution sur l'eau, sur les sols et sur la qualité de l'air. Aussi, le traitement des boues de forage et la question de gestion des déchets dangereux et non dangereux. Et enfin, il sera abordé aussi la question de gestion des déversements des hydrocarbures sur les sites.
Cependant, le secrétaire général du ministère de l'Environnement a exprimé son inquiétude face à l'insuffisance des moyens financiers alloués pour soutenir les activités du comité. Il m'importe de souligner que le CTNC manque des moyens conséquents pour réaliser les objectifs qui lui sont conférés. Et c'est le lieu pour moi de reconnaître votre courage et détermination à œuvrer donc dans cette condition pour la protection de l'environnement sur les sites pétroliers. Cette concertation qui se déroulera sur 2 jours vise à renforcer les efforts pour une exploitation pétrolière durable et soucieuse de l'environnement et de la santé publique selon les organisateurs. Avec une longueur de 2800 mètres et une largeur de 45 mètres, la réhabilitation de l'aéroport international Hassan Diamous d'Injamena vise à garantir l'atterrissage et le décollage des aéronefs en toute sécurité. Ce chantier permettra également d'avancer dans le processus de certification de l'aéroport par l'Organisation de l'aviation civile internationale. En améliorant les services offerts aux usagers, ce projet permet à notre pays de faire un bond vers la certification de cet aéroport international par l'Organisation internationale de l'aviation civile. L'aéroport international Hassan Diamous, une fois rénové et certifié, donnera l'assurance aux exploitants aériens et, je l'espère, attirera davantage les compagnies aériennes vers notre pays qui jouit d'une position géostratégique susceptible de faire de lui un hub de transfert aérien incontournable en Afrique. Financés à hauteur de 21,2 milliards de francs CFA, les travaux incluent le renforcement de la piste actuelle, l'application d'un revêtement moderne et l'installation d'un système aéronautique conforme aux standards de l'OACI. Stéphane Copin, directeur général de la société Razel, entreprise en charge du projet, revient sur les détails de l'exécution des travaux. Les travaux consistent à enlever le revêtement existant de la piste dans sa totalité et à appliquer de nouvelles couches respectant les normes en vigueur. Les principales quantités à mettre en œuvre dans le cadre du projet sont l'application de 50 000 tonnes de béton bitumineux, représentant 47 000 tonnes de granulats et 3 000 tonnes de bitume. L'entreprise Razel Tchad prendra toutes les dispositions utiles pour assurer l'hygiène, la santé et la sécurité de tous les acteurs concernés par le projet, tout en prenant des mesures de préservation de l'environnement. Lors de la cérémonie, le Premier ministre, l'ambassadeur Alama Yalina, a insisté sur le respect strict des délais pour l'achèvement de ce chantier. Cet aéroport soit refait vraiment dans l'art, et que le délai prévu soit respecté. Que tous les travaux se passent sans entrave, effectivement, à nos usagers, à toutes les compagnies qui vont continuer à solliciter notre pays et que vraiment la desserte soit maintenue pour toutes les compagnies. Construit en 1984, l'aéroport international Hassan Diamous est aujourd'hui l'un des plus fréquentés en Afrique centrale, accueillant des milliers d'avions chaque année. Cette réhabilitation était pas de plus vers sa modernisation et sa mise aux normes internationales. Une première descente a été effectuée dans le camp d'Iridimi, un village situé à 17 km de la ville d'Iriba, qui abrite plus de 3000 réfugiés. Ce camp, établi en 2003, a été agrandi en 2023 à raison de l'afflux massif des réfugiés causé par la guerre au Soudan. Sur place, plusieurs défis ont été identifiés. Des problèmes d'accès à l'eau, des infrastructures sanitaires insuffisantes et des besoins en formation professionnelle. L'objectif vraiment de cette visite, c'est vraiment de voir sur le terrain ce qui se passe avec tous les projets. L'aspect que je regarde, c'est l'aspect qui est beaucoup plus durable. Est-ce que vraiment d'une manière durable, nos enfants vont à l'école? Les gens qu'on a accueillis, est-ce que d'une manière durable, ils ont les infrastructures nécessaires pour aller au pays? Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a la responsabilité première, non seulement de faire le suivi de ces projets, mais aussi de mobiliser des ressources à l'extérieur. Et on ne peut pas parler de ressources si on ne voit pas de visu ce qui se passe. On veut s'assurer que la qualité des infrastructures est là. Après les visites effectuées dans les localités d'Arkoum et de Farchana pour évaluer les infrastructures et les projets destinés aux communautés hautes,
Retournés et réfugiés, l'attention se porte désormais sur la région du Wadi Fira. L'objectif reste le même, suivre les réalisations et la mise en œuvre des projets menés par les humanitaires et le gouvernement dans les camps de réfugiés soudanais et des retournés tchadiens. Il ne reste rien de cet incendie qui s'est déclaré vers 3 heures du matin dimanche. Au total, 3 directions ont été réduites en cendres, celle de l'enseignement fondamental, du secondaire général et de la formation initiale et continue. Les flammes ont ravagé ordinateurs, archives et bureaux. Le bilan est lourd pour le système éducatif. C'est difficile d'estimer parce que c'est beaucoup de choses qui sont parties et on ne peut vraiment estimer la valeur ni la quantité de ce qui sont partis parce que rien n'est resté, tout est parti en fumée. Ce matin, le ministre de l'Éducation s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Il a promis une réponse urgente à la situation. Nous allons organiser une réunion d'urgence au niveau du ministère, mobiliser toutes les ressources du ministère, mobiliser les partenaires pour qu'ils essaient également de concourir afin qu'on essaye de remettre cette direction, afin de continuer à travailler. L'incendie serait dû à un court-circuit électrique, un problème qui, selon certains témoignages, s'est déjà produit par le passé dans ces locaux. Les choses se précisent désormais pour un nouveau conseil à la Fédération tchadienne de football association. Ce mardi, Tahir Oleh Hassan a été le premier à franchir les portes de la fédération pour déposer sa candidature au poste du président de la FTFA. Il justifie sa candidature par le désordre régnant au sein de l'institution et aspire à le redresser. Notre football a traversé des moments très difficiles par la faute d'une vision de la direction qui a la conduite de la gouvernance de notre football. Et aujourd'hui, vous voyez une nouvelle équipe qui a quand même l'ambition de faire rayonner notre football, vient de poser sa candidature. Et nous avons quand même espoir de réussir ce pari, de gagner ces élections et de continuer à quand même changer l'image de notre football qui a vraiment traîné une image négative dans toute l'Afrique et dans le monde entier. On repense Mokhtar Mahamoud Hamid, figure historique de la fédération et plusieurs fois président, a également déposé sa candidature quelques heures après son prédécesseur. En tant que doyen du milieu, son objectif était de corriger les erreurs de la fédération. Et cette fois-ci, on a décidé de revenir. Et aujourd'hui, si d'autres personnes se voient mieux placées pour piétiner tout, nous on compte sur les intéressés. Aujourd'hui, c'est les petits talents qui souffrent, c'est les techniciens formés qui souffrent. Donc, il faut le changement. Après la clôture du dépôt des candidatures ce mardi 14 janvier, l'Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération sera convoquée par le secrétaire exécutif intérimaire de la Fédération tchadienne de football association. D'abord, l'aspect recrutement. D'abord, les structures de football. On n'a pas assez de stades, il faut aussi revoir ça. Et le troisième, il faudrait qu'on ait vraiment des sponsors. C'est parce que par manque de sponsors, beaucoup d'entreprises sont ici. Si ces entreprises essaient de sponsoriser les équipes nationales, il y aura vraiment de l'avancée. Ça fait presque combien d'années qu'on sommes en train de jouer à l'extérieur du pays? D'abord les infrastructures. Ensuite, on peut former des cadres. Là où tu travailles, par exemple, la fédération, s'il est élu, il va d'abord voir sa fédération à lui, comment ça doit marcher. Au sein de la fédération même, il y a eu tellement d'obstacles, il ne faut pas que ça se répète. Et troisièmement, les joueurs. Les joueurs, il faudra les former. Pour avoir une équipe nationale, il faut quelques années supplémentaires. Il faut vraiment trouver de bons managers pour envoyer les joueurs à l'extérieur. Parce que tous nos joueurs sont ici à l'intérieur. On ne peut pas jouer contre les gens qui jouent professionnels. Et pour un pays, pour que le football se développe, il faut vraiment un exécutif. Un exécutif qui est soutenu par la FIFA, qui peut faire beaucoup de choses. On ne peut pas attendre de l'État ou du ministère. Non, non, non. La fédération, elle est là pour ça. Il faut que des bonnes personnes, des bonnes voix, des belles personnes, des bonnes volontés et de bonne foi. Ce que je pourrais dire à celui qui sera le président de la fédération, c'est pour qu'il soit sérieux dans le travail
Et vraiment, s'il y a vraiment les mercato ou encore des recrutements des joueurs, il faut que ça soit en guise de compétences des joueurs. Il ne faut pas que ça soit par affinité. Et la formation des joueurs, ça soit intensif. C'est après Laï, Pala et Moundou que la délégation conduite par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur arrive à l'université de Doba. Le secrétaire général, professeur Raounodi Frédéric, a indiqué que le conseil d'administration en tant qu'organe d'orientation et de décision s'est réuni chaque année dans l'optique de réajuster, évaluer et corriger les imperfections afin de remettre l'université sur les rails. Tout ce que nous avons fait pendant ce conseil d'administration, nous nous sommes intéressés à l'examen et à l'adoption du plan d'action, mais surtout du projet de budget de l'année 2025. Donc, les membres ont apprécié vraiment l'effort fourni par les responsables de l'université de Doba. C'est une université où le constat, comparé à d'autres, est assez calme. L'équipe collabore très bien et tout ce qui est programmé a été exécuté à la... Créée il y a 17 ans, l'université de Doba a une évolution, comptant cette année plus de 6 000 étudiants dans différents départements. Le défi à relever pour l'université de Doba reste la disponibilité des ressources nécessaires pour faire fonctionner la dite université. Avoir un contrôle efficace sur le parc automobile de l'État, assurer son bon fonctionnement et lutter contre les abus, les dysfonctionnements et les détournements, tels sont les principaux objectifs de cet atelier. Ces dysfonctionnements sont le système d'un problème plus profond. Ce que nous devons réformer aujourd'hui, ce n'est pas seulement un système, mais une culture. Il s'agit d'un appel à une transformation complète des mentalités, à tous les niveaux de la gestion publique. Ces ateliers représentent une opportunité pour renforcer la rigueur et rationaliser l'utilisation des véhicules publics. Les ateliers que nous lançons aujourd'hui représentent une opportunité unique pour corriger ces dérives. Ils constituent une plateforme de réflexion et d'action pour repenser de manière approfondie la gestion du parc automobile. Ces travaux doivent s'appuyer sur une vision claire et des objectifs ambitieux. Une mauvaise gestion du parc automobile ne compromet pas seulement les finances publiques, mais aussi la crédibilité de l'administration. J'invite tout le monde à participer activement à ces ateliers, a-t-il conclu. C'est à 18h50 que l'avion transportant cette deuxième vague de la délégation venue participer à l'Assemblée générale élective de Lac-Noir Zone 4 est atterri à l'aéroport international Hassan Djamouz N'Djamena. Laquelle délégation, essentiellement composée des présidents des comités olympiques et sportifs du Cameroun, de la RCA, du Congo et de la Guinée équatoriale, est chaleureusement accueillie par le président du comité olympique et sportif tchadien, le général Idriss Dokone Adjiker. Parmi elles, Gilbert Gressengue, celui que l'on surnomme le doyen de Lac-Noir. À peine arrivé, il décline ses attentes pour cette assemblée générale élective. En ce qui concerne l'assemblée générale élective qui doit se dérouler au Tchad, je note qu'il y a une présence massive. Tous les comités nationaux olympiques sont là et je pense que je ne peux souhaiter que de bons travaux pour que nous puissions œuvrer tous pour le développement de la zone 4, zone Afrique centrale. Dans la délégation, on note la présence de Manuel Sabino Assoumou Kawan, président en exercice de Lac-Noir Zone 4. Celui-ci insiste sur l'importance de cette rencontre. C'est important pour la zone d'établir un nouveau changement. Donc les présidents qui sont candidats et que celui qui gagne viennent continuer dans le progrès de la zone et ils souhaitent que le meilleur gagne, mais que la continuité du travail que la zone a commencé à réaliser puisse continuer dans de bonnes conditions. La dernière délégation est attendue à N'Djamena ce mercredi, mais déjà, il faut savoir que cette assemblée générale élective qui s'annonce mettra en confrontation le président du COST, le général Idriss Dokone Adjiker, et son homologue du Gabon, Pambo Crezan.
Le Tchad, pays invité d'honneur cette année, se distingue par plusieurs sélections marquantes. Dans la catégorie fiction, on retrouve Dia, réalisé par Achille Ronaimou. En animation, Madbara, l'arc-en-ciel de Khalil Salma figure parmi les œuvres retenues, tandis que dans la catégorie perspective, Warassa signé Aaron Zegoubé Padake fait également partie de la sélection. Une reconnaissance qui réjouit Fidel Aymar Tamini, saluant les progrès accomplis par ses productions tchadiennes. Après plusieurs mois de dur labeur, nous voilà en train de franchir les étapes les plus importantes du FESPACO. Il s'agit de la sélection officielle. Oui, ce qui fait la renommée du FESPACO et sa beauté d'ailleurs, c'est l'engouement sans cesse renouvelé des cinéastes africains et de la diaspora et la qualité des œuvres soumises. Le comité international de sélection a visionné de nombreuses œuvres pour aboutir à une sélection officielle de 235 films provenant de 48 pays. Une première descente a été effectuée dans le camp d'Iridimi, un village situé à 17 km de la ville d'Iriba, qui abrite plus de 3000 réfugiés. Ce camp, établi en 2003, a été agrandi en 2023 à raison de l'afflux massif des réfugiés causé par la guerre au Soudan. Sur place, plusieurs défis ont été identifiés. Des problèmes d'accès à l'eau, des infrastructures sanitaires insuffisantes et des besoins en formation professionnelle. L'objectif vraiment de cette visite, c'est vraiment de voir sur le terrain ce qui se passe avec tous les projets. L'aspect que je regarde, c'est l'aspect qui est beaucoup plus durable. Hein? Est-ce que vraiment d'une manière durable, nos enfants vont à l'école? Les gens qu'on a accueillis, est-ce que d'une manière durable, ils ont les infrastructures nécessaires pour aller au pays? Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a la responsabilité première, non seulement de faire le suivi de ces projets, mais aussi de mobiliser des ressources à l'extérieur. Et on ne peut pas parler de ressources si on ne voit pas de visu ce qui se passe. On veut s'assurer que la qualité des infrastructures est là. Après les visites effectuées dans les localités d'Arkoum et de Farchana pour évaluer les infrastructures et les projets destinés aux communautés hautes, retournés et réfugiés, l'attention se porte désormais sur la région du Wadi Fira. L'objectif reste le même, suivre les réalisations et la mise en œuvre des projets menés par les humanitaires et le gouvernement dans les camps de réfugiés soudanais et des retournés tchadiens.